Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Deuxième partie, Céline, Bonsoir est-ce que Philippe, vous êtes bonsoir là? tout le monde. Oui, je suis là. J'imagine encore plusieurs questions, beaucoup de questions en très peu de temps pour mes réponses. Exactement, vous avez tout compris. Donc bienvenue à tout le monde. Deuxième capsule de questions-réponses, 23 questions exactement, dans le but d'établir un document lisible par tous les membres, que ce soit les membres aguerris du RDH, mais aussi les personnes qui nous rejoignent, afin qu'elles trouvent toutes les informations dont elles ont besoin pour avoir une lisibilité du RDH, quelque chose de très clair et très simple. Voilà pourquoi nous répondons essentiellement aux questions que nous avons préétablies depuis un certain temps et qu'il y en a 23 ce soir, plus une que je vous poserai en toute fin, qui nous vient d'un membre qui nous l'a posée par email, en sachant qu'on fera ça, je pense, sur les prochaines aussi. On vous Ok, rajoutera une question. Voilà, ça c'est pour répondre à toutes les personnes qui souhaitent qu'on réponde à leurs questions. Les choses se feront en temps et en heure. Voilà. de toute façon, Céline, les questions que vous me posez, ce sont toutes les questions que les gens se posent. Exactement. Ce sont des questions qui sont revenues très régulièrement, très fréquemment. Donc, pour des personnes qui sont là depuis un certain temps, peut-être qu'elles n'avaient pas trop de sens l'émission précédente, sur la capsule précédente, sur celle-ci, eh bien, on va pousser un peu les choses et puis de plus en plus, et tout le monde y trouvera, à mon sens, son compte. Voilà. Je ne vais pas vous prendre plus de votre temps. Donc, on commence Allez-y, sur la Céline. 27e question, en fait. Hein. On repart de la dernière fois. Pourquoi Philippe Argillier est-il inconnu en France? Pourquoi Philippe Argillier est-il inconnu en France? Je pense que les gens sont bien au courant. Une censure inimaginable, une censure historique qui perdure depuis 3 ans. Alors, cette censure explique bien évidemment la force de frappe du Rassemblement des droits de l'homme. Sachez que de l'histoire politique dans notre pays, c'est la première fois qu'un personnage, moi-même, et une entité telle que le Rassemblement des droits de l'homme a été censurée de la sorte. Donc, et ceci, une fois de plus, explique la force irréfutable du Rassemblement des droits de l'homme, qui est un gouvernement en lui-même, qui a tous les moyens pour éradiquer le système en place. C'est la raison pour laquelle, à cette minute encore, je suis méconnu des gros médias. 28e question. Pourquoi êtes-vous absent des médias? J'ai répondu, je viens juste de répondre, absent des médias, tout simplement parce que la censure a été programmée par le gouvernement actuel, qui lui-même dépend du gouvernement de l'ombre. Donc, on a fait en sorte de ne pas donner la possibilité aux Françaises et aux Français de se familiariser avec la force de frappe du Rassemblement des droits de l'homme, qui a tous les moyens pour répondre en entièreté, je le rappelle, de toutes les revendications des Françaises et des Français. 29e question. Pourquoi ne pas avoir acheté ou monté un média si vous êtes si riche? Alors, vous voulez que je fasse comme Vincent Bolloré? Moi, ça, ce serait alors une preuve de confiance. C'est-à-dire que j'achète un média et puis je m'autoproclame et pourquoi pas je me présente en tant que président de la République et je vis à vos crochets pendant 5 années. Non, c'est pas ça le Rassemblement des droits de l'homme. Le Rassemblement des droits de l'homme, on est à l'horizontale, pas en pyramidal. Et ma fortune personnelle n'a absolument rien à voir avec les comptes de la France. Très bien. 30e question. Pourquoi ne pas faire appel à une agence de communication et de relations de presse professionnelle? Alors, j'ai répondu à cette même question dans le premier partie 1, tout simplement parce que j'estime que mon équipe de communication aujourd'hui est professionnelle car elle fait partie du peuple. Voilà, donc je ne suis pas là, encore une fois de plus, à racheter, à acheter avec mon argent. Il faut arrêter cela. Si tel était le cas, rapprochez-vous de Vincent Bolloré et demandez-lui qu'il se présente. Remarquez, il le fait par l'intermédiaire d'Éric Zemmour. Là, vous avez Philippe Argillier, un homme authentique, qui est un système totalement horizontal, non pas pyramidal. Et j'estime que mon équipe de communication, qui est elle-même, en elle-même, qui fait partie des citoyennes et des citoyens, est la mieux représentative en ce qui concerne ma communication. Voilà. 31e question. Pourquoi Philippe Argillier ne sort pas les banques de données pour nous sauver?
Mais les banques de données, pour vous sauver, ont été sorties déjà 6 ans en arrière. La géopolitique du gouvernement français a été déjà renégociée à plus de 60% à l'époque, pendant que j'étais consultant de gouvernement. Les banques de données ont été positionnées stratégiquement pour avril 2022. Ce n'est pas une chimère, hein, c'est tout simplement un gros travail de fond qui a été fait, une stratégie derrière des plus performantes. Tout simplement, on n'est pas là pour faire tomber qui que ce soit, on est là pour faire grandir la France. Et une fois de plus, ces banques de données ont été positionnées pour avril 2022, pas avant. Donc, 32e question. Pourquoi ne pas dévoiler dès maintenant les banques de données? Céline, bon, on va me dire que je me répète beaucoup, mais C'est c'est important. très similaire aux questions antérieures, précédentes que vous m'avez posées. Écoutez, si, OK, on veut que je dévoile quelque chose de mes banques de données. Très bien, on va faire tomber qui? On va faire tomber quoi? Un gouvernement, une personnalité, et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Faire tomber un gouvernement, faire tomber une personnalité, c'est pas là le but. Le but est que l'entièreté des revendications soit possible pour l'entièreté de la population en France. Et pour cela, il faut positionner ces banques de données et ces dossiers. Quand vous faites tomber quelqu'un, ce n'est pas le coup de le faire tomber, il faut prévoir l'après. Et cet après a été longuement et stratégiquement positionné à partir d'avril 2022. 33e question. Qu'est-ce qu'une banque de données? Une banque de données est en quelque sorte une sorte de département qui s'occupe à répertorier l'entièreté des informations dont elle a accès. Étant consultant de gouvernement depuis ces 20 dernières années, en particulier depuis 2001 jusqu'à 2015, toutes nos plateformes et toutes les transactions qui se positionnaient là-dessus ont été répertoriées. Donc, et c'est pour ça que le Rassemblement des droits de l'homme est un gouvernement en lui-même, car aujourd'hui, le RDH a sa propre similaire à des renseignements généraux. Sauf que les renseignements que nous avons sont porteurs de toutes les transactions qui se sont faites en dehors des frontières de la France et bien sûr pas limitées uniquement au territoire français. D'autres pays sont impliqués et nous avons eu l'opportunité, en toute légitimité d'ailleurs, je dois le dire, à répertorier ces données qui aujourd'hui sont excessivement sensibles et peuvent et ont la capacité d'éradiquer le gouvernement de l'ombre et de pouvoir ainsi répondre à l'entièreté de vos revendications. Et je me répète, ça fait 3 ans que je dis la même chose. J'espère que les gens puissent et commencent à assimiler cette information et à la comprendre. 34e question. Qu'y a-t-il dans ces banques de données? Pardon? Qu'y a-t-il dans ces banques de données? Dans ces banques de données, il y a beaucoup d'individus, beaucoup de sociétés multinationales, certaines fondations caritatives, dont certaines très connues. Alors, il n'y a pas de 35e question parce qu'elle était en doublon avec la 34e. C'est pourquoi je l'ai supprimée. Donc, je passe à la 36e. Alors, c'est bien de parler de banques de données, mais existe-t-elle vraiment et comment y croire? Écoutez, l'historique des banques de données a démarré depuis 2016. Non, à l'époque, aucune entité formelle officielle s'est présentée. Je pense que vous avez suivi beaucoup à une certaine époque, en commençant par les Panama Papers, les Paradise Papers, les Pandora Papers. Il y avait à l'époque aussi, qui a facilité l'élection de Donald Trump, les courriels d'Hillary Clinton. À l'époque, ça s'est positionné à travers Wikileaks et Julian Assange. Et tout ça sont des lanceurs d'alerte. Alors, il faut comprendre le système lanceur d'alerte et banque de données. Les banques de données ne dévoilent jamais aucune information. Ça ne s'est jamais fait et ça ne se fera jamais. Les banques de données, par contre, mettent à disposition des informations qui, elles, ensuite, sont prises par des lanceurs d'alerte. Voilà. Donc, sachez que l'entièreté de l'historique des événements internationaux que vous avez vécus depuis 2016 ont, dans l'entièreté, été répertoriés au travers des banques de données. 37e question. Quel est le programme du RDH?
Programme humanitaire, très simple, répondre, et je me répète encore et toujours, à l'entièreté de vos revendications. Nous avons la possibilité de le faire. Pourquoi ne pas le faire? Tout simplement en récupérant les fonds qui vous appartiennent à l'extérieur des frontières pour les rendre dans vos portefeuilles et non pas dans les comptes de l'État. Le programme du RDH n'est-il pas une liste de fausses promesses? Alors, je vais vous dire, déjà, ce n'est pas le programme, ce ne sont pas des promesses, c'est un cahier des charges. Alors, on ne ment pas sur un cahier des charges. Un cahier des charges, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà ce qui est attendu et ce qu'on peut faire et obtenir. Au même titre que si vous allez travailler pour quelqu'un demain matin ou dans une banque ou peu importe, même dans un supermarché, on va vous dire voilà ce qu'on attend de vous, 1, 2, 3, 4, 5 et tout le reste. Donc voilà ce que vous attendez du Rassemblement des droits de l'homme, c'est ce qui est inscrit noir sur blanc dans notre cahier des charges, c'est ce que vous pouvez obtenir. C'est aussi simple que ça. Ce ne sont pas des promesses, c'est un état de fait. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que je ne suis pas un homme politique, c'est pour ça que je ne suis pas en campagne pour devenir votre président. Jamais. Uniquement si vous le décidiez, chef d'État, oui. 39e question. À quoi servent les dons au RDH? Alors, les dons au RDH servent uniquement, y compris les adhésions, j'inclus les adhésions, à payer toutes les factures, rien d'autre, et à soutenir et aider celles et ceux qui sont dans le besoin. Tout est en pleine transparence. Et d'ailleurs, à ce propos-là, et je sais que j'en ai parlé la dernière fois, nous avons tous besoin de vous toutes et de vous tous pour participer, et en particulier sur la dernière ligne droite. Car moi-même, je ne peux pas, fiscalement parlant et juridiquement parlant, financer le Rassemblement des droits de l'homme, qui appartient à une association qui est l'association donc de loi 1901. 40e question. Les dons sont-ils défiscalisés? Oui, il y a possibilité, il suffit de le demander à mon service de communication. 41e. Avez-vous une newsletter d'information? C'est-à-dire une newsletter d'information. Oui, alors qu'est-ce que veut dire newsletter? Moi, je crois que l'idéal, c'est d'aller sur www.lerh.fr. Vous allez sur toutes les colonnes qui existent. Le menu est très complet. Si vous voulez vraiment vous y affairer, vous pouvez passer des journées là-dessus. Toutes mes lettres depuis le départ, les vidéos, l'explication, ma bio, le créancier, le livre, l'idéologie. Donc la newsletter en elle-même, vous pouvez la retrouver sur le rdh.fr. 42e. Le siège social du RDH est-il bien réel? Où se situe-t-il? Mais bien sûr qu'il est bien réel, il se situe à Nice. D'ailleurs, c'est burlesque ce qui avait été dit encore à l'époque, qui était que j'avais profité d'une propriété et de faire croire qu'elle m'appartenait pour faire croire que le siège social du Rassemblement des droits de l'homme existe bien. Bien sûr qu'il existe. C'est une de mes propriétés que j'ai allouée, qui se situe à Cimiez, à Nice, sur les collines, près des arènes de Cimiez. Et qui m'appartient à 100%, bien évidemment. Pardon. 43e question. Le siège social du RDH est-il ouvert au public? Ouvert au public, bien sûr que non. Par contre, si quelqu'un veut venir et s'entretenir, et quand j'y suis, bien évidemment, c'est pas un moulin. Et d'autant plus aujourd'hui, avec toutes les menaces que nous avons subies, dites-vous bien que le siège social est une véritable ambassade en elle-même. Elle est couverte de vidéos, elle est sous surveillance de sécurité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Aussi de par mes fonctions, ce serait quand même très risqué d'ouvrir le Rassemblement des droits de l'homme. Et pour toutes celles et tous ceux qui veulent venir, d'ailleurs, ils peuvent voir à l'extérieur, vous verrez, vous avez des gros portails, certains sont blindés et avec des caméras de tous les côtés. 44e question. Où peut-on rencontrer Philippe Argillier et son équipe? Ben écoutez, Philippe Argillier, son équipe, elle est un peu dans toute la France. Donc, ce serait effectivement, il faudrait faire un tour de France si on voulait rencontrer toute l'équipe de communication. Et Philippe Argillier, généralement,
La plupart du temps, je suis en France, beaucoup de temps sur la Côte d'Azur. Il suffit que, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, passez par la communication et si nos agendas le permettent, c'est avec grand plaisir. 45e question. Qui est votre équipe, Philippe? Qui est mon équipe? L'équipe de celle dont je fais référence depuis le départ, dont vous en faites partie, Céline. J'ai Céline qui est ma porte-parole, j'ai Valérie qui est ma directrice de communication. Ensuite, nous avons beaucoup de gens qui travaillent dans la communication, comme Yannick, Séverine, Dominique, et puis énormément de référents. Donc, tous des gens, tous des citoyennes et des citoyens qui sont là, et je le rappelle, tous bénévoles. Et pour certains d'entre eux, travaillent littéralement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 depuis des années. Ils ont la foi, ce sont de vrais résistants, et ils sont vraiment là pour aider les Françaises et les Français en commençant par eux-mêmes. Alors, je pose quand même la 46e question. Les équipes du RDH travaillent-elles à temps plein sur le mouvement ou sont-elles bénévoles ou salariées? Non, elles sont toutes salariées de par leur travail. Hein. Elles sont 100% bénévoles avec le Rassemblement des droits de l'homme. Ce sont toutes celles et ceux qui font partie de la communication. Ce sont des gens, des travailleurs. Et la plupart d'entre eux, malheureusement, je ferai référence à des travailleurs pauvres, hein, et qui luttent pour avoir un avenir meilleur en commençant pour leurs enfants. Et c'est la raison pour laquelle ils se sont rassemblés autour du Rassemblement des droits de l'homme. 47e question. Existe-t-il des locaux de campagne officiels? Pas encore. On est vraiment en dernière ligne droite. D'ailleurs, ça fait partie aussi, c'est pour ça que je dis que je fais appel aux dons et aux adhésions, car on va avoir besoin, hormis les locaux de campagne, tous les déplacements, location de salles, mais tout ça se positionne. Rassurez-vous, les gens peuvent s'inquiéter. C'est vrai qu'avril 2022, c'est c'est demain, mais la stratégie du RDH aussi s'est positionnée depuis le départ en dernière ligne droite. Donc, avec vous, uniquement si vous rejoignez le Rassemblement des droits de l'homme. Et finalement, si nous avons la possibilité de casser cette censure, il y aura une forte probabilité que le RDH prenne les commandes de la France dans quelques mois. 48e question. Le RDH a-t-il prévu des meetings? Si oui, quand et dans quelle ville? Tout ça se positionne, ça devrait se faire dans toute la France. On est à l'heure actuelle en train d'y travailler avec le service de communication. On a beaucoup aussi de référents, il y a des pôles qui sont en train de se mettre en place, en particulier pour la signature des maires. Donc, ça se fait pendant que je vous parle. Le mieux, pour avoir spécifiquement les informations détaillées, c'est de vous rapprocher du service de communication. 49e question. Les entrées au meeting seront-elles payantes? Avez-vous des goodies, des bibelots, des stickers? Bien sûr que non, elles ne seront pas payantes. Des goodies et des stickers, oui, on en aura. Des goodies, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et 50e question. L'écologie est-elle importante pour vous? C'est pas qu'elle est importante, elle fait partie des fondations maîtresses du Rassemblement des droits de l'homme, bien évidemment, bien évidemment. Alors voilà, ça c'est l'ensemble des questions qu'on avait à vous poser pour le document que nous voulons éditer. Et puis, la question d'Olivier, je ne vais pas donner son nom de famille, je vais donner son prénom. Comment dès maintenant agir pour vous et que faire tout de suite pour accélérer votre venue aux commandes de la France? Dans l'immédiat, je vous dirais de vous rapprocher immédiatement du service de communication qui, eux, sont en contact direct avec tous les pôles existants. Maintenant, si vous, personnellement, vous connaissez des élus, n'hésitez pas, approchez-les directement, donnez-leur l'information sur comment joindre le service de communication. Aujourd'hui, la priorité est d'obtenir les 500 signatures d'élus, hein, qui vont soutenir le RDH avril 2022. Donc, le mieux, c'est de vous réunir et de vous rassembler autour de la communication et eux vous indiqueront quelle est la meilleure procédure à suivre. Maintenant aussi, si vous connaissez personnellement un journaliste qui a le courage d'aller de l'avant et qui veut aller à l'encontre
des directives de Bolloré, il peut aussi se mettre en contact avec le service de communication qui prendra contact avec moi directement. Eh bien, c'est terminé, Philippe, pour cette série de questions. On fait de plus, mes réponses sont de plus en plus rapides, 20 minutes Mais et 46 secondes. elles sont de plus en plus précises. Exact, et ainsi que mes réponses. Merci à toutes et à tous. J'imagine on aura la troisième partie très bientôt. Et je profite encore et toujours pour vous souhaiter tout ce qu'il y a de meilleur et de vous envoyer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. À très bientôt. Au revoir à tous. Bonne nuit.